Le récit et le dessin pendant plus de 2 mois et demi. L'écrivain Yannick Enel et le dessinateur François Bouc ont suivi pour Charlie Hebdo chaque minute du procès des attentats de janvier 2015. 54 jours d'audience, parfois chaotiques mais nécessaires, pour tenter de comprendre et de raconter un traumatisme qui dure toujours 5 ans après, grâce aux mots et au dessin. Voici donc deux auteurs qui essayent de raconter un événement hors norme. Ils sont dans le studio. Bonjour à tous les deux, Yannick Enel et François Bouc. Le procès, c'est donc ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions Charlie Hebdo, Les Échappés. François Bouc, vous signez donc les dessins que l'on voit, des dessins expressifs et précis. Il y a une longue tradition de dessins de presse en ce qui concerne les procès. Comment vous inscrivez-vous? Qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avant que ne débute ce procès? Ce que j'ai décidé de faire, c'était d'être le plus respectueux possible. Parce qu'il y a une tradition aussi dans le procès qui est d'aller vers la voie caricaturale. Et je me disais que dans ce procès, il fallait être respectueux de ce que j'allais voir, y compris pour les accusés, parce que bien sûr, on a tendance à charger les accusés déjà graphiquement. Donc, je me disais, c'est quelque chose d'important pour moi. L'autre aspect, c'était de me retrouver face à des gens avec des masques. Et donc, de comment j'allais me débrouiller avec des gens dont je verrais que la moitié du visage. Et alors, très très longtemps, j'ai pesté contre ça. J'étais presque en colère quand on m'a annoncé ça. Et finalement, je me suis dit, mais au fond, mon travail, c'est de parler du corps. C'est-à-dire, dans ma conception du dessin, le fond et la forme, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que quand je travaille la forme, je dis le fond. Et c'est deux choses conjointes, c'est le travail essentiel qui est le mien. De faire sortir en fait par la forme ce qui est contenu à l'intérieur. Alors bien sûr, j'ai à la disposition les regards. J'ai la totalité du corps, mais j'ai aussi les regards. Les regards sont essentiels parce que énormément de choses passent par le regard. Le regard, on pourrait dire, c'est les accents de vérité sont dans le regard. Le reste, c'est, on pourrait dire, les éléments périphériques qui vont souligner l'intériorité de la personne. Comment elle tient ses mains, comment elle se tient à la barre, tout ça, c'est des choses extrêmement explicites. Et donc, de ça, je voulais traiter. Et je pense que c'est l'essentiel. Et puis, ce qui est intéressant aussi, pour finir sur ce sujet, c'est que, au fond, dans un tribunal, la place réservée aux dessinateurs est essentielle. Il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de vidéo. Ils ont d'ailleurs une place géographique en tant que telle. Oui, Il y a le coin des dessinateurs. exactement, on a une espèce de territoire qui nous est réservé. Un territoire d'ailleurs qui est emprunté par presque personne. Uhum. Sauf de temps en temps les huissiers qui passent ou les avocats qui ont quelque chose à dire au procureur ou aux huissiers. Mais sinon, cet endroit-là, et même Yannick qui est là, hésitait à venir parcourir cet espace, comme si cet espace était un territoire réservé aux dessinateurs. Et pourquoi réservé aux dessinateurs? Parce que c'est le moyen de témoigner visuellement de ce qui se passe, donc de donner de la crédibilité visuelle à tous les débats. C'est finalement l'un des seuls lieux, le procès, un tribunal, François Bouc, où il n'y a que des dessins. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Souvent, la photographie, elle est considérée comme étant captatrice, une appropriation parce qu'il y a cette espèce d'objet phallique qui est l'appareil photographique qui est intrusif dans celui qui reçoit. Alors que le dessin est convivial. Le dessin, c'est quelque chose qui se partage avec la personne qui est dessinée. Et c'est deux rapports totalement différents. D'autant aussi que quand vous voyez un personnage arriver, vous le voyez sous différents axes et vous allez le synthétiser. Il y a quelque chose de synthétique dans le dessin, alors que dans l'aspect photographique, c'est une prise de vue instantanée sur le moment. Donc si la personne elle est suspendue comme ça, elle reste suspendue comme ça. Et les représentations que l'on a des accusés, je ne sais pas, j'ai sous les yeux par exemple celle de Nézar Michael Pastor,
helvatiques, on les présentera dans quelques instants. Eh bien, finalement, c'est grâce aux dessinateurs qu'on les a en mémoire, qu'on peut se les imaginer, François Bouc. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de traduire des gestuelles particulières. Par exemple, Pasteur Alouatique, il avait toujours le même type de geste quand retourné sur lui-même et qui était très spécifique. Il est grand, maigre. Il porte un t-shirt généralement. Oui, et assez mince. Et il y avait ses mains qui retournaient toujours vers lui-même, comme si il voulait s'introspecter en direct devant nous. Il y a d'autres personnes, comme par exemple Riza Pola, qui lui prenait l'autre principal accusé du procès. Lui prenait tout l'espace, des fois il était accoudé. Alors lui, il est grand, massif. En tout cas, c'est comme ça que je me l'imagine. Massif, ça c'est certain. Il y a des choses très, très intéressantes. Par exemple, chez lui, tant qu'il avait le masque, il avait un regard extrêmement ardent, avec des sourcils, même un assez beau regard, mais très flamboyant. Et une fois, il a enlevé son masque, et là, d'un seul coup, c'était devenu une espèce de type indifférent, une sorte de beauf un peu. Et c'était étonnant de voir à quel point le masque mettait en évidence son ardeur intérieure. Et finalement, d'avoir un masque, c'était plutôt bénéfique pour saisir ce qui se passait à l'intérieur des... Yannick Enel, vous, l'exercice était différent. Très différent d'ailleurs parce que, en fait, un procès, c'est une multitude d'histoires. Il y a l'histoire des accusés, l'histoire des parties civiles, votre histoire aussi, puisque donc vous travaillez tous les deux pour Charlie Hebdo, et donc, bien entendu, vous n'avez pas un rapport de neutralité à l'objet. De toute façon, ce serait difficile d'en avoir. Et là aussi, comment l'écrivain décide-t-il de raconter cela, Yannick Enel ? Alors je m'étais préparé en lisant les classiques de la chronique judiciaire, si je puis dire, parce que je ne suis pas chroniqueur judiciaire, je n'avais même jamais mis les pieds dans un tribunal de ma vie. Je crois que c'est aussi ça qui avait décidé Riss, le directeur de Charlie Hebdo, de m'y envoyer, et pour avoir un regard neuf au fond. Mais j'ai tout oublié. Dès les premières minutes, j'ai oublié Hannah Arendt, j'ai oublié Kessel, j'ai oublié Camus, j'ai oublié toute la bibliothèque. Et j'ai été requis effectivement par une multiplicité de narrations qui faisait que je me suis dit que j'allais devenir très très simplement et de manière très complexe aussi, comme François, le témoin des témoins. Et qu'il allait falloir transmettre tous les jours. En ce qui me concerne, tous les matins très tôt, je me suis levé à 4 heures du matin pour écrire ce texte pendant 3 heures jusqu'à 7 heures. C'était publié aussitôt par Charlie Hebdo. Et l'unique question qui me taraudait, c'était de la métaphysique appliquée. C'était où est la vérité ? Est-ce que quelqu'un la détient ? Et alors il y a eu, ça a commencé avec les accusés. Derrière ces box transparents, masqués. François l'a très bien dit. Moi, finalement, comme François, ça ne m'a pas déplu qu'il soit masqué. Il y avait quelque chose de très ardent, de terriblement ardent, parce que c'était à nous de déchiffrer les intentions, de débâillonner cette succession d'hypocrisie et de mensonges. Et voilà, très vite, j'ai assisté, je le raconte comme ça, à un conflit de narration. Alors c'est peut-être le romancier en moi qui a réorchestré ça, mais au fond il y avait ces 11 accusés qui essayaient de nous faire croire qu'ils n'appartenaient qu'à la petite ou à la moyenne, voire à la grande délinquance, c'est-à-dire qu'ils étaient des trafiquants et qui ne connaissaient pas tellement et donc les chacun gens. a son récit, parce qu'il faut nous les présenter un peu, Yannick Enel. On a l'habitude de distinguer, mais c'est justement ce que le procès a dû établir, a cherché à établir en tout cas. Et parmi eux, il y avait à la fois des complices et des comparses. Comment pourriez-vous nous les présenter aujourd'hui, alors que le procès, donc, la première phase, s'est achevé ? Au fond, la chose, c'était d'où viennent les armes, puisqu'il y avait, comme vous savez, disons 3 scènes de crime, donc à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher
et une scène de crime à Montrouge, dans la rue, où Clarissa Jean-Philippe, la policière, a été assassinée. Et la question de savoir où les Kouachi et où Koulibaly se sont fournis est devenue le centre de ce procès. Alors il y avait des filières parmi les accusés, la filière belge, notamment la filière ardennaise, et puis des personnes qui étaient accusées, alors pas tellement de complicité, il n'y a que Ali Riza Polat qui était accusé de complicité directe, c'est-à-dire que jusqu'au bout... Il faut nous le présenter, nous dire pourquoi il y avait donc autour de lui l'idée que c'était le principal accusé de ce procès. Alors au fond, le réseau de preuves, entre guillemets, s'est cristallisé, s'est focalisé autour de ce personnage hors du commun, et très banal en même temps, très plat. À savoir que jusqu'au dernier moment, c'est quelqu'un qui était en rapport avec Amédi Koulibaly. Ça a été à la fois son lieutenant et son âme damnée. C'est celui qui était en rapport avec toute la nébuleuse. On peut parler de nébuleuse au fond, puisque vous savez qu'à la fin, ils ont été jugés tous coupables. Voilà. Mais avec des différences notables parmi les peines. Ali Riza Polat a écopé de 30 ans de réclusion pour complicité de crimes terroristes, tandis que d'autres accusés ont eu 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, ce qui donne bien une idée de la gradation dans le quantum de la peine. C'est-à-dire qu'on voit que toute la société du crime était impliquée à des degrés divers, qu'il se soit agi de porter un sac d'armes quelque part, des armes dont ils se sont obstinés à nous dire qu'elles étaient rouillées, ou alors carrément d'organiser l'achat des véhicules, des gilets pare-balles qu'on a retrouvés à l'hypercacher. Enfin, vous voyez, tous ces petits degrés divers qui ont l'air parfois de rien, acheter un petit couteau légal, finalement à la fin ça concourt à créer un acte terroriste. François Bouc, tous ces gens-là, vous les avez représentés avec des gueules. Donc, on a parlé d'Ali Riza Polat. C'est quelqu'un donc qui est assez massif, qui est très hâbleur, qui parle de manière désordonnée, qui a dû sans cesse être recadré par le président du tribunal. Et le difficile, c'est de les dessiner fidèlement, sans sombrer, vous l'avez dit, dans la caricature ou dans le pittoresque. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça c'est un des aspects. Alors, Ali Riza Polat, lui, il avait à la fois cette espèce de tragédie qui est celui qui défend sa peau par tous les moyens et qui, par là, devient chaotique. Et donc, il y avait des moments où il réagissait mal à propos, etc. Son avocat de défense était totalement dépassé par lui, débordé par lui, à tel point que c'est pratiquement lui qui a fait sa propre plaidoirie à la fin. Et donc... lui, il était un peu ambivalent. Il y avait à la fois un aspect caricatural, grotesque. D'autres, par contre, étaient beaucoup plus mesurés, beaucoup plus réservés, même tragiques aussi, parce qu'ils avaient la sensation de se retrouver là, pas justifié. Un type comme Willy Prévost, par exemple, qui était quelqu'un qui avait été martyrisé par... Koulibaly, se retrouvait là parce que, bien sûr, la pression que lui mettait Koulibaly était telle qu'il était obligé de satisfaire à tous ses désirs. Quand il lui demandait d'aller chercher des gilets tactiques, il y allait. Quand il devait aller lui chercher une moto, il y allait. Enfin, il était vraiment corvéable à merci. Et donc, il se retrouvait là, visiblement, comme quelqu'un de manipulé par Koulibaly. Et malgré tout, il a eu une peine assez forte. 13 ans de réclusion criminelle. Et oui, bien sûr. Qui, d'une certaine manière aussi, là aussi, si on s'émarge du point de vue individuel, qui était justifié, parce que bien sûr, tous ces gens-là participaient quand même à des actes terroristes, qu'ils le sachent ou pas. Ils y participaient. Mais alors, on a l'impression, lorsqu'on lit votre récit, lorsqu'on découvre ces dessins, Yannick Enel et François Bouc, qu'on a affaire à une population qui est extrêmement diverse. Alors, évidemment, personne parmi les accusés ne se présente comme étant un radicalisé, parce qu'ils savent bien que ce serait suicidaire, mais on a affaire, par exemple, Michel Catino, un joueur de poker, on a affaire à un patron de bar qui grenouille dans une série de
trafic, François Bouc. Oui, c'est ça. Il y a des personnalités qui sont vraiment du bas banditisme. Ce qui est intéressant de mon point de vue aussi, c'est ce rapport au sacré. C'est-à-dire que ces gens qui ont spéculé sur le sacré en disant que ce sacré-là devait faire mourir des gens qui s'étaient attaqués à ce sacré-là, ont manipulé des gens qui n'avaient aucun rapport au sacré. Et donc des gens qui étaient des désespérés de la vie, des gens qui utilisaient le banditisme pour se donner un petit talent. Yannick Enel. Oui, la question, ça a été de savoir s'ils étaient liés à l'islamisme radical pendant des semaines, et c'est devenu un peu tabou durant ce procès qui a duré très très longtemps. 54 jours. 54 jours, et avec une interruption à cause du Covid pendant un mois. Et la question religieuse, voilà. Et il y a d'autres procès où carrément les accusés revendiquent clairement leur appartenance à une mouvance extrémiste. Là, c'était très caché. Il y avait un côté, je dois dire, pied nickelé aussi, parce que vous parliez de Michel Catineau, c'est un vieux monsieur qui traîne dans les casinos sans cesse et qui s'est retrouvé pris comme ça dans cet imbroglio terrible et sale, et qui était là aussi l'âme damnée, ça marchait par deux en fait, qui était l'âme damnée de Karasoulard, qui détenait un garage en Belgique. Il y a une lectrice, parce que comme on publiait tous les jours, c'était vertigineux, parce qu'on recevait des lettres dans l'après-midi, des mails, et il y a une lectrice qui m'a dit, vous savez, Karasoulard en turc, parce que c'est un kurde, cet homme, ça veut dire les eaux noires, les eaux noires. À partir de là, j'ai pu réécrire un texte qui indiquait où est-ce que cet homme était en train de nous amener. Il nous amenait dans quelque chose de très infernal, qui relevait de la boue, en fait. Lui-même ne savait pas où il en était. Tous les cas de ces accusés, et je ne dis pas ça pour les dédouaner, ni encore moins pour les défendre, mais tous ces cas humains étaient absolument passionnants, parce qu'on a passé, François et moi, et François était encore plus près d'eux, géographiquement dans le tribunal, on a passé un temps fou à côté d'eux, en fait. On en reparle dans une vingtaine de minutes. Ce livre, Yannick Enel, François Bouc, janvier 2015, le procès est publié aux éditions Les Échappés, Charlie Hebdo. On va évoquer la manière dont la parole des victimes ou des survivants, parce que beaucoup de victimes ont souhaité justement être connues et reconnues comme étant des survivants et non pas des victimes, et comment ce procès a été l'occasion de croiser différents discours et différentes formes de tentatives cathartiques pour revenir sur la souffrance causée par l'attentat. 8h sur France Culture.